Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Florian de Creative Handicap, toujours en direct sur ma terrasse avec le soleil, donc c'est plutôt sympathique. J'espère que pour vous tout se passe bien en cette énième journée de confinement. Et afin d'essayer de vous la rendre un peu plus agréable, on va aujourd'hui voyager encore une fois. Nous allons voyager non pas comme nous l'avons fait préalable, nous allons aujourd'hui voyager en Bavière. Et nous partons au XVIe siècle pour vous parler d'un sculpteur qui s'appelait Franz Xaver Messerschmitt. Alors, Franz Xaver Messerschmitt, il est germano-autrichien, il est né en 1736, le 6 février exactement. Il est mort d'ailleurs le 19 août 1783. Il est professeur adjoint à l'Académie royale de Vienne et il fut portraitiste des familles régnantes, des cercles aristocratiques et intellectuels. Tous ceux qui vivaient dans la capitale autrichienne et en Bavière. Il est principalement connu d'ailleurs pour sa série, Les têtes de caractère, que j'affectionne particulièrement. Franz Xaver Messerschmitt grandit au sein d'une famille d'artistes et d'artisans dans la ville de Wiesensteig. Après la mort de son père, ils se rendent à Munich, chez son oncle, qui s'appelait Johann Baptist Straub. Alors, Straub était sculpteur à la cour, et il prend son neveu, âgé de 10 ans, en apprentissage dans son atelier sculpture qui est le plus important de Bavière. Et c'est là, en compagnie d'Ignaz Günther et d'un Christian Johann l'Ancien, que Messerschmitt commence à faire ses preuves et à apprendre son métier. Il devient compagnon à l'âge de 16 ans et il quitte Munich. Il s'arrête à Graz d'abord, au domicile d'un autre frère de sa mère, qui est également sculpteur, qui s'appelle Philipp Jakob Straub. Et là, il poursuit sa formation, puis en 1755, il part à Vienne et il s'inscrit à l'Académie des Beaux-Arts. Et là, son talent lui vaut les bonnes grâces du directeur de l'Académie, qui n'est rien d'autre que le peintre de la cour, qui s'appelle Martin van Meitens. À l'issue de sa formation, il part s'installer à Vienne, et c'est par le portrait qu'il commence sa carrière. Il reçoit très rapidement sa première commande en 1760, savoir celle des portraits de la famille régnante. 2 bustes en bronze doré qui représentent l'empereur François Ier et l'impératrice Marie-Thérèse pour la salle d'apparat à l'Arsenal. C'est de l'impératrice Marie-Thérèse d'ailleurs que l'artiste reçoit en 1764 sa commande qui est la plus importante. Il est chargé de réaliser le modèle de la statue en métal devant la représenter en reine de Hongrie. Et en 1765, après l'achèvement de ces statues, il part à Rome pour effectuer un séjour d'études de plusieurs mois. Nous sommes en train d'écouter une musique qui est tirée d'un film, non, qui a été réarrangée pour un film qui s'appelle Master and Commander, d'un mélange entre Mozart et Boccherini, une musique qui moi me fait voyager et j'espère qu'elle vous plaît également. Voilà. Donc il reste quelques secondes de cette musique, puis après nous partirons sur du Vivaldi. On sera un petit peu plus dans le ton et dans l'époque par rapport à Messerschmitt. Voilà. Mozart étant un petit peu après, bien évidemment, Guérini aussi. Voilà. Et il me semblait important et intéressant de vous faire partager ces petits morceaux. Voilà. Mais voilà, c'était effectivement Boccherini. Donc nous allons continuer en grande pompe, n'est-ce pas, avec Franz Xaver Messerschmitt. Comme je disais, il part à Vienne, commence sa carrière, et là, effectivement, sa plus grosse commande de l'impératrice Marie-Thérèse, eh bien, on le charge de réaliser le modèle de la statue en métal, l'avoir en reine de Hongrie. Puis après, il part à Rome, et puis il effectue un séjour d'études de plusieurs mois. Alors, à son retour de Rome, il conçoit des portraits de personnalités des Lumières viennoises. Il s'appuie sur une riche tradition et une grande virtuosité technique. Alors, comme je le disais, il fait effectivement Van Kessler, Mesmer, Sveiten, enfin bref, série de personnalités de l'époque et qui se caractérise surtout par une approche singulière et unique du modèle. C'est-à-dire qu'il dispose la tête frontalement, le cou qui se termine en pointe, il n'y a pas d'épaule, les yeux ne sont pas incisés et la base, effectivement, est constituée d'un bloc quadrangulaire qui est du même matériau que la sculpture. Alors, la composition est très resserrée et parfaitement géométrique et c'est le seul en Europe à faire des portraits semblables. À l'automne 1769, il commence à enseigner à l'Académie royale de Vienne. Il supplémente son ancien prof, M. Landstrasse.
Au cours de 1771, il y a une rupture dans la vie de Messerschmitt et à laquelle son entourage ne réagit pas favorablement. Et le sculpteur ne reçoit plus de commandes et se retrouve, dit-on, isolé. Alors c'est alors que commence à sculpter ses célèbres têtes expressives et le 19 mai 1774, Landstrass meurt, le professeur de sculpture de l'académie. Messerschmitt doit normalement reprendre son poste, mais des troubles psychiques qui l'affectent et qui affectent son comportement vont amener le collège professoral à ne pas confirmer son accession à ce poste. Donc, son ami, Frédéric Nicolai, qui est écrivain et philosophe, a ainsi écrit que l'artiste se disait persécuté par les esprits qui le faisaient souffrir moralement, physiquement, notamment dans le bas-ventre, les cuisses. Il se regardait dans un miroir, il se pinçait le corps en faisant des grimaces, et avec celle-ci, il entendait changer les expressions de son visage de manière à devenir maître de l'esprit des proportions qu'il tourmentait. Alors après des délibérations, les portes de l'académie sont fermées à jamais à l'artiste, effectivement. Il est profondément blessé, il essaie malgré tout de continuer à vivre à Vienne, il se résigne à quitter la cité. Le 8 mai 1775, il retourne dans sa ville natale, et avec ses 5 premières têtes simplement. Puis il n'a pas vraiment de place dans la maison parentale, il s'agit donc d'une petite cabane dans les environs. Et il continue sa série, puis à la fin de l'année, il part pour Munich, et là on lui promet des commandes, une situation. Et c'est en 1777 qu'il prend conscience que sa tentative d'implantation à Munich est un échec. Alors il repart s'installer, mais il va loin de Vienne, il va à Presbourg. Actuellement c'est Bratislava, dans la maison de son frère cadet, qui est sculpteur également, John Adam Messerschmitt. Et en 1780 exactement, il achète sa maison. Il continue de travailler à ses têtes et reçoit aussi des commandes. Et on lui doit notamment plusieurs portraits du gouverneur de Hongrie, le duc Albert de Saxe-Tecken. Alors l'artiste d'apparence robuste meurt le 19 août 1783 d'une brève maladie. On s'accorde à dire vraisemblablement que c'était une pneumonie. Et il est inhumé dans un endroit inconnu du cimetière Saint-Nicolas, qui aujourd'hui il est désaffecté. Il était du côté du château de Presbourg. Voilà, donc ses œuvres deviennent la propriété de son frère. Là, cette fameuse série des 69 têtes de caractère en métal. Alors en métal, c'est un alliage d'étain et de plomb et d'albâtre. Et ben, toute cette série est récupérée après le décès de Messerschmitt en 1783 par son frère. Et celui-ci se sépare de plusieurs œuvres et vend à un cuisinier un ensemble de 49 têtes. Elles sont montrées à Vienne en 1793 pour une exposition publique. Puis la série, acquise par un certain Joseph Junter, est à nouveau exposée à Vienne, mais cette fois-ci en 1835. Puis un article l'aurait consacré dans le journal Der Adler du 30 novembre 1839, avec une lithographie qui les illustre toutes. Puis avec ces têtes sculptées d'une émotivité exacerbée, avec un sourire grimaçant, Messerschmitt rompt avec le néoclassicisme d'une façon incroyable. Que les rares écrits du sculpteur consacrés à ces têtes ne les qualifient pas. Il s'agit pour lui de Kopfstücke, donc de tête. L'appellation tête de caractère a été donnée par l'auteur anonyme du livret de la première exposition publique de l'artiste en 1793, soit 10 ans après sa mort. Et ce même auteur qui inventa en 1793 les titres des œuvres, l'homme qui pleure comme un enfant, l'homme souffrant de constipation, etc., n'ont été conservés que par commodité. Et ils sont utilisés dans la biographie aujourd'hui consacrée aux sculpteurs. Alors, c'est vrai que le mystère des têtes, ça reste entier. Pourquoi l'artiste, pourtant si apprécié par la haute société des Lumières pour son style réaliste, s'est lancé dans une telle entreprise ? En 1932, le psychiatre et historien d'art, Ernst Kriss, s'intéresse au cas de Messerschmitt. Et lors de ses recherches, il retrouve le témoignage d'une personne dont on parlait tout à l'heure, qui est un certain Frédéric Nicolai, un homme de lettres berlinois qui avait rendu visite à l'artiste à Presbourg et un de ses amis. Puis le diagnostic tombe. Pour Kriss, notre homme était bel et bien fou, il souffrait même de schizophrénie. Frédéric Nicolai raconte en effet dans ses écrits que, comme on le disait tout à l'heure, Frank Xaver Messerschmitt était victime d'hallucinations de démence, qui se disait harcelé par les esprits des proportions, jaloux de son talent, pour conjurer la folie qui le hantait. L'artiste avait trouvé un remède bien singulier, comme on le disait, face à son miroir, il se pinçait les cuisses si fort qu'il grimaçait. Et selon l'Allemand, il employait cette même technique pour réaliser ses fameuses têtes. Il regardait toutes les 30 secondes dans la glace et faisait avec une grande minutie la grimace dont il avait besoin. On pouvait donc penser classer l'affaire de Messerschmitt, mais d'autres voix s'élèvent et appellent à nuancer le diagnostic d'Ernst Kriss, le psy. Comme Martial Guédron, par exemple, qui affirme dans son ouvrage « L'art de la grimace », on aurait tort
de réduire Frank Xaver Messerschmitt à un artiste illuminé et solitaire. Le fait que de nombreux visiteurs viennent le voir dans sa maison qu'il s'est achetée en 1780, à Zuckermandel, un faubourg de Presbourg, contredit tout de même l'image de l'artiste à moitié fou, pauvre et isolé qu'on a élaboré par la suite à son propos. Et puis avant de rappeler qu'à Presbourg comme à Vienne, le sculpteur fréquentait aussi la haute société et avait retrouvé une certaine stabilité. On peut se demander s'il est bien concevable que les membres de la haute société de Presbourg aient accepté de faire leur portrait par un malade mental, génie ou incompris, fou allié. Une chose est sûre, Xaver Messerschmitt continue de faire tourner les têtes. À très bientôt, merci et bonne journée.